pour ce mot pour la clôture du colloque. Habituellement, on invite pour le mot d'ouverture. Donc, je ne sais pas si c'est un message qu'on essaie de demander. Parce qu'il faut dire que j'étais ici, les amis, j'ai dans le temps, j'étais ici il y a 7 ou 8 ans, au premier colloque, justement pour le mot d'ouverture. J'étais ici comme vice-doyen. Alors, vous étiez trop jeune, vous sans doute, pour être présent à ce premier colloque étudiant, mais c'est le 7e colloque, comme on le sait. Mais il y a 8 ans, il y en avait un premier. Et déjà, mes collègues et moi, on était très impressionnés. Tout d'abord, je vais arrêter mon petit speech. Je vais vous souhaiter la bienvenue, tout d'abord. Excusez-moi, j'ai voulu enchaîner. Mais... Alors, je vous souhaite la bienvenue, même si vous êtes déjà bien arrivés, aux étudiants de la faculté des sciences d'éducation, organisateurs comme participants au colloque, aux étudiants des autres facultés et des autres institutions qui ont participé, qui sont ici présents. On est très heureux que vous soyez joints à nous et joints à vos collègues de la faculté des sciences d'éducation pour participer à ce colloque. Et je salue également mes collègues de la faculté qui ont participé à différents niveaux à l'organisation du colloque, mais en fait surtout comme évaluateurs ou comme présentateurs pour les activités du colloque. Je souligne surtout essentiellement, ce que je veux souligner ici essentiellement avec mon groupe de culture, c'est l'excellence du travail qui a été réalisé par tous les étudiants, en particulier le comité organisateur. Et là, je reviens à ce que je voulais vous dire au moment où je me suis moi-même interrompu, c'est que il y a 7 ans, quand on a commencé, quand les étudiants ont débuté cette activité, on était très impressionnés par l'ampleur, tant quantitativement que qualitativement, de ce qui était présenté, mis en place. Et on sentait une volonté, une détermination à trouver une opportunité, une occasion de se développer, de développer des compétences en recherche, en particulier au plan de la communication scientifique, mais une occasion qui leur était pas toujours donnée dans les cours, que leur directeur de recherche pouvait leur offrir régulièrement, mais pour lesquels il n'y avait pas nécessairement quelque chose de systématique qui était instauré. Puis aussi, comme un premier banc d'essai pour la plupart du temps d'entre vous, vous y allez avec des colloques déjà organisés, mais il n'y avait pas nécessairement cette espèce de happening, d'événement qui vous permettait de vous familiariser avec toutes les phases de la communication scientifique. Et en fait, c'était l'objectif au départ. L'objectif, c'était de montrer aussi que les sciences d'éducation, au plan de la recherche, étaient bien vivantes, si je peux dire. Nous, comme professeurs, on essayait de le faire, mais les étudiants, je pense, comme futurs chercheurs ou chercheurs en devenir ou chercheurs en formation, ils voulaient aussi le démontrer. Il y avait cette volonté-là qui était tout à fait extraordinaire et très forte en commençant. Et d'ailleurs, je me permets de souligner que parmi les membres du comité organisateur de l'époque, il y a 7 ou 8 ans, il y a 2 professeurs, il y en a 2 là-dedans qui sont parmi ce comité, qui sont devenus professeurs ici à la faculté des sciences d'éducation. Alexandre Beaupré-Lavallée et David Darisson. Donc, on aura peut-être l'occasion de voir certains d'entre vous un jour ici ou dans d'autres facultés des sciences d'éducation, mais le but n'était pas nécessairement de former tous ces étudiants-là à la carrière universitaire. Je pense que ce qui était important dans cette initiative-là, c'était la volonté que vous aviez, les étudiants, de développer cette compétence à la communication scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important, puis qu'on prend nécessairement pour acquis parce qu'on fait de la recherche, on connaît les choses, on découvre, on se comprend entre nous, mais on n'a pas toujours une réflexion très poussée sur, quel serait le meilleur moyen de communiquer nos résultats. On peut le communiquer avec nos pairs scientifiques. Ça, je pense qu'on est assez bien formé pour ça comme professeur. Mais en même temps, il y a d'autres opportunités pour faire connaître nos résultats de recherche. Et la beauté de ce colloque-là, c'était justement d'avoir à la fois des communications d'une grande qualité au plan scientifique, mais en même temps, une volonté aussi de vulgariser, de diffuser la recherche. Et montrer aussi que la recherche, c'est aussi la relève scientifique. Donc, cet événement-là était particulièrement important. J'ai vu croître le colloque, j'ai vu le colloque se structurer, s'organiser au fil des ans. Les pionniers, si je peux m'exprimer ici, ont réussi au cours des premières années à créer une excellente base, une tradition qui, je pense, a créé une certaine émulation parmi les nouveaux étudiants
qui arrivaient aux études supérieures en disant, ben nous, l'an dernier, on a fait ça, on va continuer à le faire, on va essayer de l'améliorer. Et je suis vraiment très content et vraiment très heureux de voir que c'est devenu, bon voilà justement David Larisseau qui était un des premiers organisateurs. Je parle du bon vieux temps, David. Moi, je me souligne, là, à ceux qui ont participé, Oui. la plupart des gens qui ont participé au comité organisateur se retrouvent aujourd'hui profs un peu partout. C'est ce que je leur ai dit. Moi, je l'ai vu là, sur les affiches, là, les noms de profs, je regardais, je disais, ça, c'était le comité organisateur de Oui. telle année. Oui, c'est ça. Bientôt, on a un tableau de promotion qu'on va afficher. Mais je trouve que justement, les gens qui ont parti de cette initiative-là au cours de la première année, de la deuxième, de la troisième année, ils ont structuré puis ont consolidé l'activité du colloque. Je dirais que ce qui est la force, ce qui m'a beaucoup frappé cette année, c'est un peu, la doyenne le dit un peu une forme de boutade de face en disant 7 ans, c'est l'âge de la raison, ou la 7e. Moi, je dirais c'est l'âge, oui, c'est effectivement l'âge d'une certaine maturité. Et je dirais que la marque de ce colloque-ci par rapport aux autres, sans rien enlever à la qualité des réalisations des années précédentes, mais la marque de ce colloque-ci, ça a été, je pense, la marque des sciences d'éducation s'est fait sentir de façon tout à fait particulière. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est accompagner quelqu'un. C'est lui transmettre des choses, mais en même temps, l'accompagner pour l'amener vers une certaine autonomie. Et, enfin, moi, c'est ma définition de l'éducation, une de mes définitions. Et ce qu'on voit à travers le colloque, c'est exactement cet esprit, cette philosophie de l'éducation qu'on ne trouvera peut-être pas dans d'autres colloques ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que, encore plus que dans les années précédentes, on accompagnait les étudiants en amont du colloque, en vous fournissant des outils pour vous préparer. J'ai vu la grande qualité des affiches, des communications orales. On sent qu'il y a beaucoup de préparation, qu'il y a eu du soutien, qu'il y a eu des modèles qui ont été proposés. Et pendant le colloque, naturellement, avec l'infrastructure, et aussi en aval, c'est-à-dire avec les publications scientifiques qui pourraient découler les communications. Et ça, c'est une première cette année. C'était une volonté qui avait été exprimée par les organisations précédentes, mais qui s'actualise pour la première fois de façon très concrète cette année. Donc, moi, je salue cette initiative-là. Je pense que le colloque a atteint justement une certaine maturité en proposant non seulement une opportunité de développer des habiletés de communication scientifique, mais aussi de dépasser le simple cadre du colloque, en offrant des opportunités pour faciliter, encadrer la préparation, puis aussi poursuivre les activités de diffusion. Et ça, moi, je vous lève mon chapeau. Je trouve ça tout à fait remarquable. Il y a déjà eu des initiatives dans le passé, avant ces colloques-là, des initiatives plutôt individuelles avec des petits groupes. Et là, c'est devenu comme une sorte de marque de commerce, de plan tout à fait distinctif, de marque tout à fait distinctive de la faculté. Je dirais en terminant aussi que, le comité organisateur, les étudiants qui ont participé à l'organisation par l'encadrement offrent la possibilité de développer chez leurs collègues une certaine autonomie par rapport à la diffusion, la recherche, autonomie qui va se développer à travers d'autres activités de diffusion scientifique avec vos directeurs de recherche. Mais je dirais aussi que le comité organisateur a fait preuve aussi d'une grande autonomie. Et ça, c'est un point que j'aimerais souligner, c'est qu'il existe d'autres colloques étudiants. Mais de cette ampleur, de cette pérennité et de cette autonomie-là, j'en connais pas. J'en connais pas. En fait, c'est que nous, ce qu'on fournit, nous, on vous soutient d'une certaine manière, mais on vous soutient essentiellement financièrement. Comme des parents qui donnent de l'argent de poche, organise ton party, organise tes affaires. Et c'est sûr qu'après ça, on nous demande des bilans et des dépenses. Ça, pour moi, voilà, c'est ça, plus que ça. Mais on est un soutien moral, on est disponible, mais il reste qu'on est là pour vraiment accompagner aussi. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Je dirais que de toutes les tâches que j'ai à faire comme vice-doyen dans le domaine de la relève scientifique, de l'encadrement des étudiants au cycle supérieur, le colloque, pour moi, c'est toujours une belle opportunité de constater à quel point il y a un tel engouement pour la recherche, un tel sérieux qui est appliqué aussi aux activités de diffusion du savoir, puis aussi la vulgarisation puis le transfert de connaissances.
Donc, je n'ai pas mon verre, mais j'en avais un, je lèverai votre verre dans votre santé. Et je vous félicite encore une fois je vous remercie aussi de nous donner cette opportunité-là, parce que vous nous donnez cette opportunité-là, c'est pas un hasard, de constater à quel point vous êtes dynamique, à quel point aussi vous voulez vous engager dans la recherche, et que vous fassiez une carrière scientifique ou non, je pense que ce que vous allez développer dans le cadre de vos programmes en recherche, c'est une rigueur de pensée, une systématisation dans les approches empiriques, mais aussi, des fois, on l'oublie un peu, la communication, puis la diffusion scientifique, on devrait mettre encore plus en place aussi. Donc, encore une fois, félicitations à tout le monde, et puis je vais avoir le plaisir de remettre des prix tout à l'heure à ceux qui se seront distingués, mais pour moi, là, vous êtes tous distingués à cette participation. Merci beaucoup. Pendant que mes collègues étaient en train de faire leur communication, pendant ce temps, j'étais à moitié du oreille quand même attentive, pour faire ma présentation en même temps. Donc, premièrement, j'aimerais me présenter. Anne Pan, je suis votre collègue biologiste. En fait, j'étais en maîtrise également dans ce pavillon. Donc ça, c'est l'animal sur lequel je travaillais, Monolepis domestica, l'opossum brésilien. Donc je travaille pour la FAS, vous pouvez le voir, je vais le mettre parce que sinon ma patronne ne sera pas contente que ce soit comme premier, parce que je ne m'identifie pas en premier par le lieu où je travaille, mais par ce que je fais, par les passions qui m'animent. Donc ce que j'aime beaucoup en fait aujourd'hui, ce que j'ai préféré en fait, c'est voir toute la communauté aujourd'hui réunie, les professeurs comme les étudiants. C'est vraiment, quand moi je reviens, j'ai l'impression de retourner à l'école. Et j'aime vraiment ça. Et je trouve que la recherche me manque beaucoup. Donc ça m'encourage à retourner peut-être au doctorat. Alors ça, j'ai fait une maîtrise et j'ai publié un article en fait, scientifique avec une thèse de recherche, l'expression des cotransporteurs cation chlorure, KCC2, NKCC1 pour le développement de la molécule en développement de l'automne monodelphis domestique. Donc j'ai aussi également écrit un article de vulgarisation qui a été lauréat en fait au concours de vulgarisation de la CRAS, des textes. Donc le titre que j'ai choisi, c'est l'opossum monodelphis domestica, un modèle qui marche, parce que je travaillais sur la locomotion. C'est de l'humour pas terrible, mais c'est ça vous donne un petit indice si jamais vous voulez participer au concours. Alors, et je fais des paris sur quel titre vous allez retenir en sortant de cette présentation. Je parie que c'est le deuxième. Donc l'éducation a toujours fait partie évidemment de ma vie. J'ai beaucoup reçu pendant plusieurs années. J'ai aussi beaucoup donné. J'ai enseigné 4 cours à l'université. Mais surtout, c'est un des projets en fait, qui m'a détournée de la recherche. C'est que j'ai commencé en constatant, en fait, en donnant des ateliers bénévoles dans les écoles, je me suis rendu compte que l'éducation au niveau de l'évolution biologique, qui est au programme primaire et secondaire, était enseignée avec certaines lacunes. C'est là que je me suis dit, bon, pourquoi me partager entre une carrière scientifique et plus ou moins littéraire, parce que quand j'étais au secondaire, on m'a dit, jamais tu feras une carrière scientifique, tu es horrible en biologie. J'étais vraiment la dernière en classe. Donc ça, c'est pour vous dire. C'est pas vraiment une revanche, mais c'est pour montrer que quand on est déterminé, qu'on aime quelque chose, on va le faire quand même. Donc j'ai trouvé un illustrateur en fait de bande dessinée. Ça c'est grâce aux nouvelles technologies, grâce à Facebook en fait. J'étais fan de cet auteur de bande dessinée et je lui ai écrit tout simplement et je lui ai demandé est-ce que tu veux participer avec moi avec ce projet. Donc il m'a demandé de lui expliquer et ça c'est un des résultats. Donc le travail est en cours. Donc j'espère pouvoir dans quelques années vous montrer le résultat de tout ça. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, je donne des ateliers bénévoles sur l'évolution biologique. Sans me rendre compte, en fait, c'est vraiment en vous écoutant que je me rends compte que j'aime beaucoup la pédagogie et en particulier la pédagogie des sciences. Donc ça, c'est un questionnaire que j'ai, en fait, je voulais, avant de rentrer dans les écoles,
avoir en fait une idée de la classe dans laquelle j'allais me rendre pour m'adapter en fait à leur niveau. Donc c'est un travail, je me sens me rendre compte que je faisais un travail de terrain. J'ai pu peut-être plus de 400 questionnaires de cette façon-là, donc là c'est une des questions que je vous montre. Je sais que les enfants s'expriment beaucoup mieux par l'image et par le dessin. C'est pourquoi j'ai décidé de leur laisser la place de s'exprimer. Donc par exemple, je pose une première question. Selon toi, à quoi ressemblaient les premiers humains? Donc cet élève a répondu, il ressemble, avec les fautes, on les pardonnera. Il ressemble à des humains, peu à peu, ils se transforment et ils font la bipédie. Donc vous voyez le petit dessin de transformation de la bipédie. Donc ça, je trouve le dessin m'en dit beaucoup plus, on va dire, que le texte sur la personnalité de l'élève et ses conceptions. Donc c'est à travers ça que j'espère pouvoir livrer en fait le meilleur produit possible et imaginable. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que je réalise que peut-être je ferai un doctorat en pédagogie des sciences. Peut-être. La vie est encore longue. Ce qui m'amène ici, comme vous pouvez voir, je travaille à la FAS et ça c'est un des projets que j'ai réalisé lors de mon travail qui est très diversifié à la FAS. J'aime beaucoup la FAS comme association. Il faut savoir que je suis la pire des employés qu'on pouvait employer peut-être, parce que lorsque je suis rentrée donc, à temps partiel, parce que je voulais me consacrer à mes autres projets. J'étais quelqu'un pleine de doutes par rapport à la crédibilité de l'association, parce que je viens des sciences pures, et dans notre domaine, en fait, on a des congrès qui sont beaucoup plus gros. Comme Neuroscience, c'est 40 000 personnes. De ce côté, je me disais, une association francophone, ça ne fait absolument pas le poids. Mais en rencontrant le président, l'ancien président, M. Moreau, lui aussi m'a convaincu en fait, de l'importance du français dans la recherche, en fait, l'importance du multilinguisme en recherche. Et peu à peu, en fait, en rentrant dans l'organisation, en regardant l'envers du décor, c'est là que je me suis mis à apprécier l'association à sa juste valeur, en fait. C'est une association aussi, en tant qu'employé, qui me laisse encore la liberté d'apprendre avec des collègues. Comme ici, c'est multigénérationnel, on se sent vraiment en famille. Ça, je vous le promets, c'est vraiment une fantastique équipe. On n'est que 12 personnes qui organisons des congrès entre 5 000 et 6 000 personnes, dépendamment des années. Mais je voulais que vous le sachiez parce que c'est le visage humain de la FAS et c'est ce que montrent des colloques de ce genre. C'est vraiment les visages humains derrière et pas simplement des bouts de papier de recherche que personne ne lit. Donc ça, c'est des cartes sur lesquelles j'ai travaillé de conseil en communication scientifique parce que je coordonne un programme. Il va être donné au congrès de la FAS cette année pour la 6e édition. Donc chaque année, il y a entre 500 et 600 communications qui sont analysées. Ensuite, on peut faire, donc, grâce à toutes ces données, on fait des énormes statistiques, ce qui m'a permis, au fil des années, en fait, de tirer les 10 conseils les plus donnés. Donc, vous pouvez voir peut-être un chose que je peux montrer, c'est le paquet de cartes qui est ressorti là. Offert, donc vous pouvez aller voir. Je vous invite aussi à me faire votre retour. On a travaillé très très fort dessus. C'était un travail de synthèse, c'était extrêmement difficile et essayer de résumer des conseils en 3 petites phrases, ça c'est pas facile. Et avec j'aimerais souligner aussi le travail d'illustration et d'édition qui a été fait par Marie Magui et puis Espace. C'est ça. Voilà. Donc revenir aussi sur les points forts de ce colloque, en fait, l'ouverture avec Madame Poirier. Comme je disais, c'est une communauté ancrée donc, sur la communauté, mais aussi ouverte sur le monde. J'ai eu aujourd'hui et hier l'occasion de le ressentir. On a eu aussi le monde de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent avec Regard Neuf, les éditions. En tant que, justement, ça montre la versatilité. En fait, on peut avoir une éducation académique, mais on peut sortir aussi de ces sentiers battus. Tout le monde n'est pas obligé d'être professeur, de toute façon, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ça, c'est très bien. C'est pour ça aussi, je m'en suis rendu compte que je suis sortie de ces sentiers. Et il y a plein de choses qu'on peut faire et on va trouver aussi d'autres passions, en particulier l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très florissant et très stimulant. J'aimerais remercier aussi l'excellente organisation, donc venant du milieu de l'événementiel, je peux vous donner maintenant mon regard. J'ai vraiment apprécié l'accueil par tous les organisateurs, pour pas oublier non plus les bénévoles qu'on cite si peu souvent, vous aussi les participants, tous
tout le monde finalement participe à cet écosystème et c'est ça qui est très important. J'ai aimé aussi l'activité bricolage, je ne sais pas si tout le monde y a participé, en tout cas c'était se présenter en 180 secondes, donc qui était tiré de ma thèse en 180 secondes, qui est un concours aussi organisé par la FAS. Donc merci d'avoir accueilli la FAS et ma directrice générale Esther Gaudreau. La FAS vous invite évidemment en retour. Le congrès cette année aura lieu à Rimouski, donc du 25 au 29 mai. Donc on vous invite bien entendu à venir nous rejoindre. La thématique c'est sortir des sentiers battus. Donc j'aime beaucoup cette thématique. La FAS aussi, c'est ça, je vous rappelle l'émission de l'association, la promotion de la recherche, de l'innovation, de la culture scientifique, du dialogue sciences et société, avec valorisation bien sûr de la communauté et la relève qui est un axe transversal de notre plan stratégique. Tout cela donc rejoint évidemment les thématiques de ce colloque que je trouve excellentes parce qu'elles sont, on va dire, formulées mais de manière beaucoup plus poétique, je dirais. Je vais vous les relire juste pour le plaisir. Vision au pluriel, afin de refléter le bouillonnement des façons de faire et des façons de penser l'éducation. Partage, pour souligner l'importance de créer des liens à la fois entre les acteurs, les disciplines, voire les générations, mais aussi pour cultiver consciemment une culture du chercheur curieux et admiratif du travail de ses collègues. Donc là, je pense que c'est ça, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas que le transfert, on va dire, de la connaissance, mais il y a aussi toute la diffusion, et je dirais la traduction de notre passion. Je pense, je l'ai vu vraiment, quel que soit le rôle qu'on a eu dans ce colloque, c'est vraiment parce qu'on est passionné qu'on est ici. Sinon, on ne serait pas ici en train de l'écouter. Intégration, car la complexité des enjeux actuels exige une approche collective, où l'on gagne à tirer profit de la contribution de chacun, ainsi qu'à surpasser des cloisonnements qui soient disciplinaires, hiérarchiques ou institutionnels. Alors je trouve justement que ce sont dans ces colloques organisés par les étudiants, pour les étudiants, qui sont vraiment les plus stimulants, parce que c'est un environnement en fait sécuritaire où on peut présenter ses recherches. Le fait que c'est le premier 5 à 7, on peut le souligner, c'est un milieu informel. On ne se rend pas compte que l'apprentissage se fait aussi en dehors des murs de l'école et beaucoup mieux, en tout cas pour moi, dans les milieux informels. J'ai énormément appris en dehors de l'école. Dans l'école aussi, mais c'est ça. Alors, on a vu l'importance de la communication. Ça, c'est une petite image humoristique. Comme disait Esther Gaudreau, c'est dans notre ADN, notre génération, on est habitué à communiquer. J'ai assisté également aux formations de communication. Donc, je vais citer les personnes, M. Borissette qui a fait la formation de communication orale, et Mme Paré pour les communications par affiche. Donc, on peut aussi féliciter donc, les participants parce que j'ai vu les efforts qui ont été mis dans les affiches pour faire quelque chose d'excellente qualité. Puis c'est en faisant en fait qu'on s'améliore également. Il y a eu les ateliers qu'il faut souligner qui ont été donnés durant le colloque donc, par Mesdames Magnan et Beaulieu donc, par rapport à la rédaction des articles scientifiques. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a manqué. Je me disais, bah, tiens donc, personne ne m'a appris, on veut que j'écrive un article scientifique, mais personne ne m'a appris à le faire. Comment est-ce que je peux faire? Si je n'avais pas mes directeurs de recherche pour m'appuyer là-dedans, je serais complètement perdue. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre, d'écrire, rédiger un article scientifique, mais je trouve que c'était un exercice relativement difficile parce que nouveau justement. Et être accompagné, ça aide énormément. Les concours de vulgarisation, évidemment, on a plusieurs... Aujourd'hui, c'est très important de communiquer. La vulgarisation, pour moi, c'est important parce que ça fait partie justement du travail d'un chercheur engagé. Ça aide aussi, nous, comment dire, dans notre identité, dans le sens où, lorsque j'ai écrit mon article de vulgarisation, je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est pas mes parents, c'est pas ça, mais le père de mon directeur de recherche, qui a un certain âge, comme vous pouvez le penser, il m'a dit, tu sais, c'est la première fois que je comprends ce que mon fils fait. Merci. Je trouve que c'est vraiment important et puis ça fait toujours du plaisir. C'est pas uniquement pour le travail qu'on fait. Donc on est amené à communiquer par différents modes. Communication orale, par affiche, écrire des papiers, différents types de publics, évidemment, pour différents buts. On écrit parfois, on peut écrire pour le plaisir aussi. Et à différentes étapes de notre cheminement. Donc, on se quand on est étudiant, on écrit. Lorsque
on est chercheur et chercheur en fin de carrière, on va écrire en j'espère qu'on s'améliore, en tout cas. J'ai beaucoup aimé c'est normal en fait, on se trouve dans le département de l'éducation, j'avais parlé de pédagogie, mais j'espère bien que c'est comme milieu on retrouve de la pédagogie. J'ai retrouvé à travers d'autres choses, par exemple à travers les prix, les grilles également. Donc Sarah Mathieu, qui était conseillère en communication pour la FAS, a adapté l'ensemble des grilles sur iPad. Alors, ça y est, ça c'est l'intégration, ça c'est l'apport du département d'éducation à notre bonification avec la technologie. Donc tout ça, à la table ronde aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Je vais peut-être reciter les noms des personnes pour leur rendre hommage. Donc table ronde qui a été animée par Lisa Marie Gervais, journaliste au Devoir. Il y avait également la présence de Geneviève Audet, Anne-Marie Duclos, Nadia Lépine, Christian Marois et Jean-Robert Quillon. Moi, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, en fait, d'avoir autour de cette table, justement, tout un écosystème autour de la recherche, autant des administrateurs que des chercheurs, des enseignants. On est élèves aussi, on devient parfois professeur, des fois à tour de rôle, on change. Tout l'environnement, le grand public aussi, qui est peut-être le grand absent de cette réunion, les médias, donc qui ont également leur importance. Et il y a également, on a parlé du contexte culturel. J'ai beaucoup aimé la table ronde, pourquoi? C'était en particulier le format de dialogue, qu'on a peut-être moins, justement, c'est plus rigide comme format lorsqu'on fait des présentations orales, donc c'est très unidirectionnel, on va dire. Et ce qui nous a permis de renommer la table ronde. Donc, le départ, la table ronde s'appelait Orgueil Préjugé. Ça s'est transformé en Orgueil, Préjugé, Pouvoir et Séduction. Qu'est-ce que disent le pouvoir et la séduction? En fait, c'est pour montrer le caractère éminemment politique en arrière de tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans un climat politique qui est peut-être préoccupant, je dirais, peut-être avec le féminisme, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que d'où l'importance en fait d'être engagé et mobilisé plus que jamais. L'éducation c'est complexe évidemment, il y a énormément de variables qu'on a pu le voir dans la diversité des communications qu'on a eues aujourd'hui. Il y a des résistances bien sûr, on va parler des résistances au changement, résistances de la culture, de l'approche aussi, de la façon dont on voit les problématiques, les moyens toujours. Humain, financier, c'est toujours la même histoire, la même rengaine, mais on a une petite lueur d'espoir, c'est qu'avec toute cette recherche, on trouve des solutions. Les facteurs facilitants, par exemple, le décloisonnement. Le décloisonnement, la recherche se fait généralement toujours en silo, on a des barrières, là on casse les disciplines. Je crois que c'est en éducation, à chaque fois que j'entends des nouvelles matières comme ethno-mathématiques ou neuroéducation. Donc ça déjà, c'est un pas en avant. Les barrières aussi institutionnelles, on en a peut-être de moins en moins avec des collaborations entre les institutions, de nouveaux outils aussi qui nous aident à mieux collaborer, et des associations de type comme la FAS par exemple, où justement on met en avant son identité de chercheur, mais non plus son identité institutionnelle. Je dois dire que j'ai fait aussi des sortes, pareil, c'est juste du terrain, c'est vraiment pas une recherche, mais à chaque fois que j'interrogeais des chercheurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on leur demande de se présenter, donc ils ne donnent absolument aucune indication. La première chose qu'ils nous disent, c'est je suis chercheur. Donc ça, je trouve très important de voir que c'est vraiment notre identité. Avant de dire qu'ils sont père ou mère de 2 enfants, ils vont dire en premier je suis chercheur. Alors ça m'a toujours impressionné. Donc il faut que j'allie le geste à la parole. Je termine avec un message fort, évidemment. Donc le message fort, bien entendu, c'est l'engagement, une recherche engagée. Donc le mot a été énoncé à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce soir, au Cœur des Sciences, pendant que nous sommes ici, il y a un débat. Donc l'expert peut-il prendre position? Donc j'espère que l'enregistrement va être fait, que vous pourrez le voir en rediffusion. Mais on peut aussi répondre à la question ici de notre côté, et puis c'est à vous aussi, c'est une question extrêmement personnelle. La FAS l'a fait en faisant une lettre en fait ouverte à l'automne dernier. 6 000 chercheurs ont participé, 6 000, donc c'est la plus grande participation, même le Canada anglais a eu de la difficulté à réunir
2000 signatures, donc 1600, c'est vraiment très impressionnant. Moi, ça m'a vraiment étonnée. Donc, ce que je voulais savoir, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant pour vous aider, vous qui êtes la relève, vous pouvez m'intégrer aussi dedans, pour une recherche engagée justement, quelles sont les pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vous invite à venir discuter avec moi, toujours nous écrire. La trace est très ouverte à des propositions ou des engagements de votre part. Alors, merci encore pour votre accueil et la classe sera vraiment très heureuse de vous recevoir de nouveau le mois mars. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleure représentante de la recherche et de la recherche. Vraiment, Alain, je te remercie énormément de ton ouverture et de tes suggestions tout au long de... On t'a trouvé extraordinaire. Alors, je vais inviter M. Boët à voir la partie qui nous intéresse. Peut-être le fait. Donc, la remise de prix. Sur les chèques. Non, ils ne sont pas encore faits. Oui, mais on a des problèmes. Alors, M. Boët se chargera d'annoncer les prix. Puis, on communiquera avec les gagnants qui, administration, fashion partage, je vais dire Christine, départ. Donc, on communiquera avec vous, ne vous en faites pas, ça ne convient pas. Alors, je vous laisse la place. Je voudrais féliciter tous les étudiants qui ont participé. Parce que, comme vous le disiez, vous êtes tous distingués en voyageant 6 heures de 3 heures de train. Donc, vous êtes tous distingués. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre colloque. C'est vous qui avez fait son succès. Alors, je vous Merci beaucoup. Merci, Nicole. Bon, on va finir en beauté, je l'espère, du moins, mais avec la remise des prix. Donc, on a 3 catégories. Vous aviez 3 catégories. Il y avait les 3 prix pour les affiches. Il y avait une autre catégorie, toujours les 3 prix, pour la présentation orale pour les étudiants au PhD. Et vous aviez 4 prix pour la présentation orale à la maîtrise en recherche, à la MA ou à la maîtrise de sciences. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Maintenant, j'imagine parce qu'on prend des photos, parce que certainement je suis le Kodak, mais c'est plus pour savoir comment il faut procéder. OK, on prend une photo à la fin avec tout le monde qui sera... OK, fait que je demanderai aux gens de s'identifier quand je donnerai leur nom. Puis on... Vous pouvez monter puis vous disposer là, puis on Ah, prend ben oui, une photo. ça fait parfait. Pour essayer les longueurs. D'accord. Alors, on va commencer sans plus tarder avec les prix pour les affiches. Alors, je vais commencer avec le 3e prix. On va faire en jaune pour le 3e prix de la meilleure affiche, est-ce qu'on met les montants? Est-ce qu'on dit les montants? D'accord. Oui, parce que ça montre effectivement qu'il y a vraiment une reconnaissance financière, monétaire derrière ça. Donc, pour le premier prix, pour le 3e prix de la meilleure affiche, un prix de 550 $, le prix est remis à l'étudiante Audrey Reynaud, qui est inscrite au PhD. Le deuxième prix de 650 $ est remis à une étudiante de la maîtrise, Caroline Casey. Oui, c'est quoi le titre de votre communication? Pratique différenciée des enseignants secondaires pour répondre aux besoins particuliers des élèves à haut potentiel en classe ordinaire. Vous changez la taille des caractères de la fiche. Ben, j'ai réussi à passer en 2 lignes quand même. Bravo, c'est excellent. Et finalement, le premier prix pour la meilleure affiche est remis, le premier prix est remis à une étudiante de la LMA, Myriam Giroir-Gagné. Et Myriam, quel est votre le titre? Oui. C'est le sentiment d'efficacité personnelle à gérer la classe et la différenciation pédagogique des relations avec ça.
Vaste sujet très intéressant. Très bien. Alors, donc, félicitations à nos récipiendaires pour le prix de la meilleure affiche. Maintenant, nous allons aller avec le prix de la communication, les prix pour la meilleure communication, les 3 meilleures communications orales données par les étudiants du PhD. Pour le 3e prix, nous avons un étudiant de l'Université Laval, Florent Biao. Oui, c'est l'enlèvement de l'horaire des autobus sur les trains. Je pensais quelque chose parce que j'ai voyagé souvent par train. Donc, félicitations. Donc, je suis très heureux de voir qu'on a un récipiendaire de notre université parce que ça faisait partie aussi de l'objectif de rejoindre le plus d'étudiants possible dans les facultés de sciences d'éducation des autres universités. Pour le 2e prix pour la meilleure communication orale donnée par un étudiant du PhD ou une étudiante, nous avons de l'UQAM, Émilie Tremblay-Roig. Et nous arrivons au premier prix pour la meilleure communication orale, donné toujours par un étudiant ou une étudiante du PhD. Nous avons cette fois-ci un étudiant de l'Université de Montréal, Alexandre Joly-Lavoie. Mais votre communication, quand même? Ma communication, c'est présence de l'authenticité historique au sein des jeux vidéo historiques et une étude de cas. Oui. Bon, excuse-moi. J'ai oublié de donner les noms. Anne-Claude, tu me rappelles. Je n'aimerais pas tous les commanditaires. Bon, alors c'est ça. Nos meilleures communications orales, c'est pour le troisième place, 550 $, la 2e place, 650 $, et pour Alexandre, 750 $. On avait dit dans une émission, 750 $. Voilà. Alors, on termine avec la dernière catégorie. Cette fois-ci, on a 3 prix pour les meilleures communications orales présentées par des étudiants de la maîtrise. Alors, nous avons pour la 4e place, le 4e prix, de 500 $ cette fois-ci. En fait, ils sont ex-aequo. J'avais mon doigt sur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont 3e et 4e ou 3e ex-aequo, c'est comme on dit. Alors, nous avons tout d'abord, nous avons un étudiant de l'UQAM, une étudiante de l'UQAM et un étudiant de l'Université Laval. Alors, l'étudiante de l'UQAM, c'est Bettina Eustache. En fait, c'est de l'UDM. La motivation des étudiants haïtiens aux études supérieures en Haïti. Excellent. Donc, il y a une erreur, c'est pas l'UQAM, c'est bien l'UDM. Et le 3e prix ex-aequo, c'est Vincent Bernier de l'Université Laval. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne information. Félicitations. Parce que vous, il pogne le train à 6 En 10 secondes, votre titre. Le sentiment d'efficacité collective des enseignants. Parfait. Ben, c'est vrai que 10 secondes, c'est parfait, ça. Merci beaucoup. Vous partirez comme vous devrez partir. Donc, vous méritez toutes les deux, Bénida et Vincent, 500 $. Alors, pour le 2e prix, pour la 2e place, de la meilleure communication orale donnée par un étudiant de maîtrise, nous avons un étudiant de l'UQAC, Andréane Gagné, une étudiante. C'est déjà parti vous coucher à Montréal. D'accord. Comme votre communication, le titre de votre communication. C'était une modélisation des systèmes de valeurs dans la transition des enseignants en formation professionnelle. Et le premier prix pour la meilleure communication orale d'un étudiant de la maîtrise revient à un étudiant de l'Université Laval, Julien Gobeil-Roux. Alors, l'analyse de pratique avec la vidéo. Bon,
univers de l'analyse de pratique en vidéo. C'est ça, quelque chose comme ça. Bon, alors ben, je remercie, je félicite encore une fois nos et je suis très heureux de constater qu'on a une belle représentation de différentes universités aussi parmi nos récipiendaires. Donc, j'en suis vraiment ravi. Le concours n'était pas arrangé. C'est de l'argent pour tout le monde. Donc, je remercie aussi tous les gens qui ont contribué à l'évaluation des communications. Et aussi, il y a la faculté qui a contribué au niveau des prix, mais il y a aussi, je sais, il n'y a pas juste la faculté, il y a d'autres organismes, d'autres groupes. Et je les remercie également pour cette contribution. Alors voilà, qu'est-ce qui restait à faire, Anne-Claude? La photo, puis peut-être lever nos verres à nous tous, et particulièrement à mon comité d'organisation que j'ai trouvé merveilleux du début à la fin. Je ne vais pas m'ennuyer particulièrement de l'organisation 10 heures par semaine du code, mais je vais très certainement m'ennuyer de vous, et j'ai un deuil à faire à partir de maintenant, c'est-à-dire cette édition du code. Alors, je lève mon verre à tous nous autres, et à tous. Rester pour réseauter, jaser, manger, boire. Il y a également le secrétaire de la C'est